l'IAS 38, les immobilisations incorporelles. Exception. L'IAS 38 ne s'applique pas aux immobilisations incorporelles visées par une autre norme, aux actifs financiers visés par l'IAS 32, aux actifs de prospection et d'évaluation de l'IFRS 6, aux gisements et à l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et d'autres ressources similaires non renouvelables. L'IAS 38 ne s'applique pas non plus aux éléments suivants: les immobilisations incorporelles détenues pour leur vente dans le cadre de l'IAS 2, les actifs d'impôt différés de l'IAS 12, les contrats de location d'immobilisations incorporelles de l'IFRS 16, les actifs résultant d'avantages au personnel de l'IAS 19, les actifs financiers IAS 32, IFRS 10, IAS 27 et IAS 28, le goodwill d'un regroupement IFRS 3, les coûts d'acquisition différés et immobilisations incorporelles de l'IFRS 4, les immobilisations incorporelles non courantes classées comme détenues en vue de la vente dans le cadre de l'IFRS 5. Enfin, les actifs découlant de contrats conclus avec les clients dans le cadre de l'IFRS 15. Définition. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire, identifiable, sans substance physique. Exemple d'éléments incorporels: les logiciels, les brevets, les droits de reproduction, les films cinématographiques, les listes de clients, les droits de service des prêts hypothécaires, les licences de pêche, les quotas d'importation, les franchises, les relations avec les clients ou les fournisseurs, la fidélité des clients, les parts de marché et droits de distribution. Conditions de reconnaissance. Une immobilisation incorporelle doit être reconnue lorsqu'elle est identifiable, c'est-à-dire qu'elle puisse se distinguer de l'entreprise et être vendue, transférée, louée ou échangée, ou qu'elle découle d'un contrat ou d'un droit permettant qu'elle soit transférable ou séparable de l'entreprise et de ses autres droits et obligations. Pour cette reconnaissance, il faut également que l'entreprise contrôle les avantages économiques futurs attendus, que l'on attende des avantages économiques de l'élément et que son coût puisse être mesuré de façon fiable. Le contrôle se définit de la façon suivante. Une entité contrôle un actif si elle a le pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs découlant de la ressource sous-jacente et si elle peut également restreindre l'accès des tiers à ces avantages. Le contrôle peut être légal ou découler d'une situation de fait. Connaissance protégée par des droits d'auteur, par une clause de non-concurrence ou par une obligation de confidentialité du personnel, mais en règle générale, une entité a un contrôle insuffisant des avantages économiques futurs attendus d'une équipe de personnes qualifiées et d'un effort de formation. Répondent à ces critères les logiciels, les brevets, les droits de reproduction, les films cinématographiques, les droits de service des prêts hypothécaires, les licences de pêche, les franchises.
ne sont pas des actifs incorporels lorsqu'ils sont produits de manière interne, les marques, les encadrés, les titres publiés, les listes de clients. Cas particulier. Les listes de clients et les relations avec les clients, lorsqu'elles sont créées par l'entité, elles font partie du goodwill interne et ne se comptabilisent pas. Lorsqu'elles sont acquises d'une autre entité, par un regroupement par exemple, elles figurent en actifs incorporels car elles procureront des avantages futurs et sont séparables puisque cédées. En ce qui concerne le goodwill acquis se comptabilise car il représente la valeur résiduelle non attribuable à un élément d'actif ou de dette identifié. Le goodwill interne ne se comptabilise pas car il ne respecte pas tous les critères de reconnaissance d'un actif incorporel. Pour illustrer le goodwill acquis, voici la décomposition d'une acquisition. À gauche, le prix payé par l'acquéreur, il représente la juste valeur de l'ensemble acquis. En premier, une partie de ce prix est constituée des actifs identifiés moins les passifs identifiés, ce qui représente la valeur des actifs nets identifiés. Le reste du prix payé, ici illustré par la partie rose, à droite, représente la valeur du goodwill acquis par l'acquéreur. Les frais de recherche et de développement. Les frais de recherche s'inscrivent obligatoirement en charge de l'exercice. Les frais de développement constituent des actifs incorporels s'ils répondent aux conditions, sinon ils sont des charges de l'exercice. Conditions pour que les frais de développement puissent être inscrits à l'actif. La possibilité technique de fabrication doit être démontrée. L'intention de produire, d'utiliser ou de commercialiser, la possibilité d'utiliser ou de vendre, des bénéfices économiques futurs probables, des moyens techniques et financiers suffisants, une possibilité d'attribuer les coûts de manière fiable. Sont obligatoirement des charges de l'exercice. Les frais d'établissement ou de démarrage d'une activité, les frais de formation, les frais de promotion et de publicité, les frais de restructuration et de déménagement. L'évaluation à l'entrée d'une immobilisation incorporelle. Une immobilisation incorporelle doit être évaluée initialement pour les éléments acquis ou produits au coût, pour les éléments acquis dans le cadre d'un regroupement à la juste valeur, pour les éléments acquis par échange de biens à la juste valeur. Le coût des actifs incorporels produits de manière interne comprend le coût des matières et services consommés, le coût des charges de personnel, y compris les avantages complémentaires, les frais de protection légale, les amortissements des licences et autres consommés dans la production. Sont exclus du coût les frais généraux et administratifs, les pertes et gaspillages avant mise en service, les frais de formation du personnel. Les dépenses relatives à un élément incorporel qui ont été initialement comptabilisées en charge, les critères de reconnaissance d'un actif n'étant pas encore remplis, ne doivent pas être incorporés dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.
Évaluation ultérieure. L'actif incorporel est ensuite traité au choix selon la méthode du coût ou selon la méthode de la réévaluation. Durée de vie utile. Si elle est indéterminée, il n'y a pas d'amortissement, mais un test annuel de dépréciation. Si elle est déterminée, il y a un amortissement sur cette durée, pas de durée maximum ou minimale prévue. Si la durée indéterminée devient déterminée, le traitement de l'actif est modifié comme un changement d'évaluation selon l'IAS 8. Valeur résiduelle. La valeur résiduelle d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité déterminée doit être réputée nulle, sauf si un tiers s'est engagé à racheter l'actif à la fin de sa durée d'utilité, ou s'il existe un marché actif pour cet actif et, si la valeur résiduelle peut être déterminée par référence à ce marché, et s'il est probable qu'un tel marché existera à la fin de la durée d'utilité de l'actif.